Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause avec les chroniques fleuves. Et Faldor, tu étais venu avec un sujet peut-être un peu plus léger, il me semble. Et donc du coup, ce serait intéressant de savoir ce que tu as à mettre sur la table, finalement. Sujet plus léger, oui. En tout cas, plus... léger dans le sens où ça parle pas de meurtre, plus contemporain. Oui, non, voilà. Alors si, merde. Si, on va parler de meurtre, mais on va parler de meurtre accompli par les fameux clodos meurtriers. Quoi ? Mais si vous savez de qui je veux parler, hein, tous ces PJ, tous ces viles joueurs de jeux de rôle qui assassinent vos pauvres PNJ sous d'à peu près n'importe quel prétexte plus ou moins valable, parfois même les déshabillent, sans aucun prétexte du tout. J'ai eu trop peur, je croyais qu'on allait parler des milices d'extrême droite. J'ai craché mon eau. Ok, donc on va parler de jeu de rôle, quoi. Un peu parler de jeu de rôle et de sorcellerie du coup dans le jeu de rôle, parce que moi évidemment quand on me dit sorcellerie, dans ma tête ce que je visualise tout de suite c'est un vieux barbu avec une robe violette et un gros chapeau pointu qui dans sa barbe comme ça. Et qui balance des sortilèges basiquement. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous visualisez quand on vous dit sorcier ou sorcière, plutôt sorcier que sorcière, parce que sorcière il y a encore l'image beaucoup. Là j'avoue qu'après 2 heures de de chronique, j'imagine une sorcière. Je peux plus imaginer autre chose que les sorcières de Saba, ouais, c'est ça, ouais. Avec la syphilis et qui fait des micro-pénis, quoi. Là, c'est vraiment... qui vole des pénis dans des lits, dans les nids. Mais oui, sinon à la base c'est la figure du sorcier un peu d'Heroic Fantasy, quoi, en fait, qui peut venir en tête, surtout pour les hommes. La question c'est tu vois, un peu stylé. Ouais. La grosse question du coup c'est déjà cette image elle vient d'où et pourquoi est-ce qu'on appelle un sorcier? Parce que je pense que vous le savez, des utilisateurs de sortilèges, de charmes, de magie et autres, ils sont regroupés sous tout un tas de définitions et de noms très variés auxquels on attache des choses parfois très différentes et parfois assez similaires. On a bien entendu le magicien, le sorcier, l'arcaniste, l'illusionniste. On peut trouver d'autres sous-types, la liche, le nécromant. Bref, il y a plein d'appellations. Le démoniste. En fait, on a basiquement des quantités d'appellations différentes. Et c'est astronomique à ce niveau-là. Le mage. Le mage, effectivement, l'astronome parfois aussi, effectivement. Astronome, ah ouais. Le chaman, le druide, ouais. Bien sûr. On pensera à Panoramix. Si, non, hein regarde. Pardon. Mais, Fit Panoramix. Du coup, il y a énormément de noms différents et on met pas forcément toujours la même chose derrière, que ce soit d'ailleurs en termes de spécificité, de ce que font ces praticiens, si je puis dire, de la magie, mais aussi le côté plus social de ces personnages, c'est-à-dire l'aspect bon ou mauvais de ces figures. Ça, il y a des raisons dans la pop culture et dans l'histoire du 20e et du 21e siècle sur pourquoi telle ou telle figure se sont développées. En fait, au départ, il y a 2 grands auteurs qui ont influencé au 20e siècle les 2 grandes figures qui vont se développer, qui vont donner tout un tas de sous-genres d'utilisateurs de magie. D'un côté, le magicien et de l'autre côté, le sorcier. Ces auteurs, je pense que vous les connaissez. Il y en a un qui doit venir à peu près tout de suite. Tolkien. Ouais, Tolkien, hein, évidemment. On renvoie au spécial Seigneur des Anneaux. Voilà, si on vous dit quel est le magicien le plus connu, vous avez à peu près une chance sur 2 d'avoir Merlin et une chance sur 2 d'avoir Gandalf. Dumbledore aussi. C'est vrai que Dumbledore avec la popularité de Les millennials diraient Dumbledore, ouais. Mais c'est nous les millennials. Oui, mais Oui, je sais. Oui, mais les gens qui disent ça ne comptent pas. Voilà, c'est dit. Donc, restons sur Gandalf. Gandalf, le gris et le blanc. Mais basiquement, évidemment, l'œuvre de Tolkien, elle a énormément influencé la fantasy et la figure du magicien, un individu secret qui connaît qui a accès à des pouvoirs et qui connaît des secrets quasiment mystique, quasiment de l'ordre de l'organisation du monde. Regarde les écrits de Tolkien, Gandalf n'est pas, en tant que magicien, ça n'est pas juste un type avec des pouvoirs et une grosse barbe blanche, c'est quasiment un demi-dieu. Dans son être. Dans son lore, effectivement. Il y a un autre auteur qui a influencé ces sorciers, ces magiciens,
mais dans une vision quasiment opposée. Est-ce que vous avez une idée de qui il C'est s'agit? l'auteur de Conan le Barbare. Effectivement, l'auteur de Conan le Barbare, Mais je me souviens plus de son nom. Howard, c'est ça. Howard, qui a écrit Conan le Parce que Barbare. les sorciers sont les méchants dans l'univers de Conan. Exactement, les sorciers sont chez Howard le principal antagoniste, ou en tout cas celui qui va le plus marquer les lecteurs et même les autres auteurs, puisque dans les années 80 va se développer, dès les années 60, mais surtout à partir des années 80, va se développer un genre entier à partir des écrits d'Howard, qu'on appelle en anglais le Sword and Sorcery. Donc en français, c'est l'épée et la sorcellerie. Bizarrement, ça sonne moins bien. Mais ce genre particulier donc de Sword and Sorcery va avoir un impact sur la pop culture et nous, en ce qui nous concerne sur cette espèce de mini-chronique sur le jeu de rôle, un impact massif, au moins aussi important que celui de Tolkien, puisqu'il va construire l'idée d'un groupe d'individus se battant contre une force surnaturelle, utilisant des pouvoirs maléfiques qui dépassent les pouvoirs normaux ou les capacités normales d'un individu, et il va donc falloir surmonter d'une manière ou d'une autre ces pouvoirs pour réussir à vaincre et pour pouvoir obtenir la victoire, entre guillemets, ou en tout cas aller à la fin de l'histoire. Ça, c'est, on va dire, la base de ce qui a créé les deux gros groupes d'archétypes. D'un côté, donc, le magicien, plutôt inspiré de Tolkien, plutôt connoté de manière positive, avec des connaissances parfois très mystérieuses, quasiment un savant presque de la magie, alors que de l'autre côté on va avoir un sorcier qui est bien plus négativement connoté et qui pratique sa magie de manière beaucoup plus obscure, beaucoup plus néfaste. Ces deux visions antagonistes de la sorcellerie et de la magie, en réalité, elle se base aussi sur tout un arriéré historique qui nous vient pour certaines, sans doute pour certaines choses de l'Antiquité, mais à minima du Moyen-Âge. Alors je l'ai dit tout à l'heure, je me suis un peu vendu, mais dans la figure des magiciens, assez surprenamment, alors que, ça a été dit dans les chroniques précédentes, le sorcier est tout le temps pointé du doigt comme le responsable d'à peu près tout et n'importe quoi, que je crois que c'était, tu l'as dit, mais non, c'était à partir du XIIIe siècle. Dans les périodes précédentes et même jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il y a quand même une figure utilisateur de magie qui est pourtant particulièrement mise en avant et particulièrement appréciée par les lecteurs, c'est celle de Merlin. Qui est un enchanteur, du coup, ça rajoute une nouvelle caste. Un enchanteur, tout à fait. Qui est un enchanteur. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde un peu la manière dont les chrétiens catholiques du Moyen-Âge considèrent la sorcellerie, normalement, Merlin, comme à peu près tous les enchanteurs, magiciens, etc., sont des sorciers. Ils appartiennent tous à la même catégorie de personnes qui utilisent des pouvoirs qui sont normalement réservés à Dieu et qui prétendent, d'une manière ou d'une autre, avoir des liens avec les démons. Partie, je pense que tout le monde à peu près le visualise, l'idée que Merlin est censé être le fils d'un démon et d'une pucelle, avoir plusieurs siècles d'existence, pouvoir qui normalement, ne serait-ce que par le fait qu'il a une ascendance démoniaque, font de lui immédiatement une cible. Pourtant, c'est quand même un personnage qui est particulièrement apprécié. La raison du pourquoi, personnellement, je ne saurais pas l'expliquer en détail. C'est parce que la Bretagne, mes amis. On n'a pas des cornemuses d'un seul coup. Ouais, non. Mais ce qui est bizarre, c'est que donc cette figure presque positive, puisque Merlin, il est souvent associé quand même à des éléments plutôt positifs. C'est un conseiller d'Arthur, c'est la personne qui tente de le garder sur le droit chemin, même si lui-même, dans les romans arthuriens, a tendance à se laisser légèrement emporter. Mais donc on a quand même cette antériorité d'une figure positive du sorcier ou du magicien, alors que normalement c'est une figure qui est censée être complètement bannie, repoussée, etc., etc. La question du coup qui se pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à cette espèce de division et comment ça impacte aujourd'hui la vision
qu'on a dans la pop culture de ces différentes catégories d'utilisateurs de magie. Pour moi, un des éléments qui est fondamental dans la compréhension du bon ou du mauvais dans la sorcellerie, la magie, etc. au Moyen-Âge, c'est la superstition. On a tendance à dire, un peu rapidement, que les gens au Moyen-Âge sont très croyants. Pourtant, quand on lit un peu en détail le nombre de mouvements qualifiés d'hérétiques, nombre de clubs quasiment libertins ou libertaires, même au sein de monastères. Je vous invite à aller regarder l'histoire des Amis d'Héloïse. Il y a eu des travaux qui ont été faits un peu récemment sur ça notamment. On a des individus qui remettent en question, parfois de manière très efficace, très coordonnée et assez massive, le dogme religieux. Alors comment expliquer que malgré tout, on ait quand même cet impact psychologique de la magie? Si on aurait tendance à se dire, si on n'est pas croyant, on va pas croire à la magie. Un athée, si vous lui dites que vous allez lui lancer un sortilège, il va vous regarder, il va boire son café, et puis il va retourner à faire ce qu'il était en train de faire. On a un peu rien à faire. Et parce qu'il y a un autre phénomène que la croyance qui rentre en jeu, c'est la superstition. La superstition, je pense, la différence peut-être, en tout cas, tel que je l'aperçois moi avec la croyance, c'est l'absence de dogme et l'absence d'une pensée centralisée et ordonnée. La superstition, elle va jouer sur des effets psychologiques, émotifs même presque parfois, et elle va amener par la transmission orale à garder des idées qui pourtant paraissent aujourd'hui presque fantastiques, voire très fantastiques en fonction de ce dont on parle, genre du 21e siècle. Et dans ces idées, du coup, va rester cette espèce de fond, la magie et la sorcellerie. Et de ce que j'en ai lu, les superstitions et croyances magiques au Moyen-Âge ont déjà essayé de diviser un peu ces différentes catégories entre magiciens, sorciers, enchanteurs, etc., etc., pour essayer de faire du sens. Parce qu'il faut essayer de trouver une raison logique pour laquelle Merlin est un élément positif, alors que concrètement, dans les textes religieux, il est censé être un agent du démon. Il faut que mécaniquement, quelque part, il y a un lien qui se fasse, parce que sinon, théologiquement, même rhétoriquement, ça marche pas. La solution, en tout cas telle que je l'ai trouvée en cherchant un peu, c'est de diviser la magie en plusieurs groupes de magie, en plusieurs écoles liées à des couleurs. La première, c'est la magie blanche, la magie qui regroupe principalement la guérison, parfois miraculeuse, et la divination. Une magie donc qui peut être assez facilement associée à du positif et qui n'est donc pas associée en tant que telle à de la magie, en tout cas au Moyen-Âge, mais plus à des miracles. Alors que pourtant on reste dans les mêmes, parfois dans les mêmes ordres d'idées en termes d'action physique, de guérison spontanée ou de guérison liée à des incantations ou à des chants. Le deuxième groupe, c'est la magie bleue. Une magie qui est plus environnementale, j'ai envie de dire ça comme ça, qui regroupe basiquement le contrôle des plantes, du vent, du feu, bref, de tout un tas d'éléments, et qui n'est pas foncièrement négative, même si elle est déjà suspecte. La troisième, c'est la magie rouge. Alors la magie rouge associée à tout ce qui sont les charmes et les ensorcellements, elle, clairement, donc, c'est négatif, puisque l'idée d'un charme et d'un ensorcellement, c'est d'obtenir, entre guillemets, par la force magique, ce que de bons arguments chrétiens ne pourraient pas vous obtenir autrement. Clairement, si vous utilisez de la magie rouge, vous êtes un sorcier, ça c'est acté, c'est le bûcher. Et il y a une dernière catégorie qui là repousse encore plus le vice, entre guillemets, c'est la magie noire. Alors ça, je pense que vous avez une petite idée de quoi il retourne, hein, nécromancie, réveil des cadavres... bouillonnement d'enfants, empoisonnement, bref. La totale. Voilà, un sorcier qui pratique la magie rouge, il est méchant, mais il est pas vicieux. Alors que le mage noir, là, c'est acté, il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est direct le tartare et sans passer par la case stop. Ces écoles de magie, elles collent assez bien, bizarrement, aux différentes descriptions et aux différents noms qu'on va mettre derrière les magiciens et les sorciers. Le mage blanc, comme je viens de le dire, c'est plutôt un mage, un magicien. La magie bleue aussi, on reste dans la magie, on passe souvent du côté de l'enchanteur, même si celui-ci est aussi parfois associé à la magie rouge, à cause principalement de l'idée de charmer
d'enchanter le spectateur, bref, de l'illusionner. Et enfin, dans la dernière catégorie, on va retrouver tout un tas de nécromants et autres mages noirs qui vont peupler ensuite, en l'occurrence pour les rôlistes, vos donjons et vos salles de torture. Ces différents groupes, du coup, vont petit à petit se développer, alors avec cette espèce donc de fond historique, et vont être utilisés par les différents auteurs pour aller chercher un peu plus de détails et un peu plus de différenciation. En ce qui concerne spécifiquement le jeu de rôle, bien sûr, il faut, pour avoir un jeu massivement joué, réellement impactant au niveau social, il faut attendre les années 70, avec d'abord Chainmail, autrement dit Code de Maille, en 1971, écrit par un certain Gary Gygax et Dave Arneson, qui va se transformer petit à petit en une marque très connue. Alors attention, top, je suis une marque connue de jeu de rôle. Son sigle est utilisé seulement en 3 lettres. Donjons et Dragons. D&D. Bravo. Et vous remportez le manuel du joueur, édition 5. Et ce superbe jambon. Exactement. Donc on va avoir évidemment avec le développement de Donjons et Dragons et ensuite des autres jeux de rôle, une réutilisation de ces images de la sorcellerie et du magicien qui vont se développer énormément et créer de nouvelles images. Au début, dans Donjons et Dragons, il n'y a pas de magicien, il n'y a pas de sorcier, il n'y a que des magic users, c'est-à-dire des utilisateurs de magie. Seulement à partir des extensions qu'on va commencer à différencier les utilisateurs de magie entre eux, et qu'on va voir apparaître à partir notamment d'Advanced Dungeons & Dragons, la 2e édition, et ensuite surtout de la 3e édition, et de la 3.5, comme on dit dans le milieu, connue pour ses listes absolument monumentales de classes de personnages très différentes. On va pouvoir détailler tout un tas de pratiques de magie différentes, qui normalement devraient toutes être catégorisées comme des sorciers. Mais on va pouvoir du coup retrouver tout un tas de petites spécificités qui vont permettre d'aller pointer du doigt, ou en tout cas, pour les joueurs les plus curieux, permettre de chercher des informations ensuite sur des pratiques de sorcellerie ou des pratiques magiques très spécifiques à certaines cultures et à certaines périodes. Donjons et Dragons a à ce titre autant un avantage qu'un inconvénient, c'est qu'il va mettre beaucoup d'informations et beaucoup d'archétypes à disposition des joueurs, mais qu'il va mélanger tout ça un peu en vrac les uns avec les autres, même si ça fait pas du tout de sens culturellement parlant. Aujourd'hui, on se retrouve avec des quantités d'archétypes plus ou moins variables en fonction des éditions, en fonction des jeux. Et on a aussi commencé, puis maintenant quelques années, parce que ça fait pas si longtemps que ce genre de jeu se popularise, à voir apparaître des jeux dans lesquels la sorcellerie et la magie n'est plus seulement un archétype, ce n'est plus seulement une classe de personnages qui vous donne accès à des sorts listés et bien décrits, mais à des magies qui sont beaucoup plus, je ne saurais pas trop comment le dire, plus personnelles, où chaque joueur va tenter de créer son rapport à la magie, va tenter de créer ses propres sortilèges, ses propres enchantements, ses propres mécaniques, presque parfois en fonction des jeux. Bien entendu, pour ça, il faut obligatoirement citer Ars Magica, gros monument à ce titre des utilisateurs de magie, mais on pourrait en citer honnêtement beaucoup d'autres, notamment dans les PBTR, qui ont ouvert beaucoup d'opportunités en termes de scénarisation et de narration de jeux de rôle. Alors tout ça est très fouillis, je suis désolé, contrairement aux autres, c'est pas très... On a beaucoup rédigé. C'est pas très linéaire. On n'est pas des exemples. L'idée, tout ça, c'est de montrer qu'il y a quand même malgré tout, il y a une continuité dans l'histoire de la sorcellerie et de la magie, en tout cas dans sa perception par la population, ou en tout cas par une partie de la population. Il y a quand même une continuité et il y a quand même un développement vivant de cette magie, avec parfois des retours en grâce un petit peu de certains aspects de la magie. Le sorcier, par exemple, figure qui pendant des siècles, au bas mot, tu as dit, si je me trompe pas maintenant, c'était 13e, 17 ou 18e le... Fini à la fin du 17e. Du 17e, donc... basiquement 500 4 et ans. 5 quoi, c'est pas mal. Oui, voilà. Il y a un peu plus si affinité quand même. Voilà.
Les dates varient selon les régions. Donc, malgré 500 ans de tabassage, entre guillemets, sur des pratiques très diverses, très variées. Parce que quand on dit sorcellerie, je sais pas si ça a été dit avant, tout au début de la chronique, mais on entend des choses qui sont quand même très diverses dans les pratiques réelles des individus. Un herbologiste qui fabrique des potions pour tenter de vous éviter de crever du rhume, et un magicien comme Gandalf capable de balancer des boules de feu sont quand même à deux extrémités d'un gigantesque escalier qui pourtant regroupe tout le monde dans la même catégorie de sorcier, ou en anglais de sorcerer. Et c'est ça aussi, petit détail un peu bizarre, parce que tout à l'heure il y a eu Harry Potter qui a été évoqué, c'est que Harry Potter, dans sa langue natale, c'est Harry Potter at the Wizarding School. Sauf que wizard, en anglais, c'est pas sorcier, c'est magicien. Pourquoi donc, assez magiquement, je retombe sur mes pieds par rapport à la connerie que je balance depuis tout à l'heure. C'est que bizarrement, le terme de sorcier et de magicien, des fois on l'emploie un peu aléatoirement en fonction du contexte, en fonction de ce qu'on veut mettre derrière, en fonction de l'image à un moment donné de ce qu'on veut renvoyer. Il y a une génération de gens pour qui aller voir un magicien, ça implique d'aller voir un type sur scène qui fait disparaître des lapins dans un chapeau. Ceux de ma génération, c'est plutôt d'aller voir un film sur grand écran. Le sorcier, en revanche, pour le coup, il a gardé cette connotation plutôt négative dans l'esprit, ou en tout cas assez occulte, et il n'y a aucune hésitation sur en tout cas dans l'esprit, sur ce que fait cet individu, même si on n'a pas forcément justement l'idée pratique de quels sont ses sorts, qu'est-ce qu'il pratique réellement comme sorcellerie. Si on avait eu les aventures d'Harry Potter à l'école des magiciens, pas sûr que le bouquin se soit aussi bien vendu, ou en tout cas avec un petit peu plus de doute sur le contenu du dit livre. Bref, tout un tas de divagations pour montrer que les images et les formes que prennent la sorcellerie, la magie, les enchantements et autres illusions recouvrent finalement beaucoup de mots dans le vocabulaire, beaucoup d'images dans l'esprit, beaucoup de réalités différentes tant dans la réalité historique que dans la fantasy, et qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors moi je trouve ça assez cool, c'est qu'on se retrouve avec une telle masse de possibilités pour continuer de créer et de faire vivre cette image, que parfois même on finit presque par se perdre, un peu comme moi dans cette chronique. T'es dur avec toi. Oh, c'était très bien. Franchement ça va. Hein. Franchement, félicitations. Bravo. Oui. Merci à... Voilà. Oh waouh, Moi je suis renchéri. Merci à toi, Franck, c'était cool. Et dites-nous dans les commentaires quelles sont vos classes de mago préférées et vos builds. Je veux tout savoir. Et pourquoi le chaman? Et oui, toi c'est le chaman. Pourquoi le druide? Je pose là, c'est une anecdote qui me vient d'arriver en tête, mais là, une de mes premières discussions avec Mika de ma vie, ça a été lui qui se présente et qui me dit qu'il est chaman. Alors du coup, intrigué, je le regarde, je dis waouh, t'es un chaman dans la vraie vie et tout. Et il me regarde et il me dit non, mais je suis chaman sur WoW. C'est une de nos premières interactions. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'on a et je trouve ça fantastique. Pas du tout parler du Meporg. Non, mais en fait, c'est vrai que c'était une des fois. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était genre quelque chose qui me caractérisait. Bah oui, non, mais. Comme si c'était. Non, mais tu sais, genre, c'est une part de moi, finalement, tu vois. J'ai incarné, finalement, comme tu dis, un mage, un utilisateur de magie des éléments dans un MMO à succès, mais c'est surtout le côté où, en fait, je me reconnaissais dans les valeurs que ça transmettait, alors que bon, c'est juste un jeu vidéo dont les valeurs sont simplement de se faire du pognon, tu vois. Eh ben, est-ce que c'est le cas plus que ça, je pense. Ou est-ce que finalement ça va pas un peu plus loin? Parce que si tu regardes certaines des œuvres de fantasy, prendre Conan le Barbare, le film de Conan le Barbare de 82 avec Schwarzenegger, il est souvent un peu critiqué comme étant un film de gros bourrin avec Arnold qui sait pas encore parler anglais et qui fait et qui tape des trucs avec son épée. Mais personnellement, ce film, non seulement il est génial, mais surtout il a un excellent antagoniste qui est presque même un cas d'école de ce qu'il faut faire comme antagoniste, et qui est un sorcier. Ouais. Un sorcier avec des vraies raisons, avec un vrai développement de personnage. C'est grave.
il est attachant en plus, genre, enfin attachant, tu comprends sa motivation. Ouais, parce Bon, il est attachant, le mec il réduit à l'esclavage, je sais Oui, plus non, combien non, de villages. il bah, est vraiment, Littéralement, il t'attache. Ouais, littéralement, il est attaché. littéralement Merci, attachant. oui. merci Jules, c'est exactement ça que je voulais dire. T'inquiète, toujours là. Dans les bons coups celui-ci. Mais c'est vrai que quand même, je trouve qu'il y a des personnages comme ça, et même juste des fois des concepts qui arrivent à porter, je trouve, de l'émotion, à porter du sens, à porter des images, alors que techniquement c'est des mots sur du papier. Mais c'est vrai. C'est du rien. Quand on prend, après là c'est le cartésien. Attention, cartésien, cartésien dans la ligne de mire. La sorcellerie, la magie, etc. À titre personnel, j'y crois absolument que pouic. C'est de la fantaisie, c'est de la superstition, c'est des pratiques parfois traditionnelles prises de manière très sérieuse et quasiment mythologique par certains, mais pourtant ça arrive quand même à transmettre du sens au-delà de ces pratiques anciennes. Et je sais pas comment l'expliquer, mais malgré l'absence totale d'affinité de ma part pour ces pratiques, j'ai beaucoup d'affinité avec l'idée d'un magicien ou l'idée d'un sorcier. Avec cette presque, pour le sorcier, cette envie en tout cas dans les images que véhicule le jeu de rôle, c'est cette envie de pouvoir par le savoir, et d'idée que connaissances occultes ou des connaissances cachées permettraient de mieux comprendre l'environnement qui nous entoure. Je sais pas si ça fait sens pour vous. Si, je pense que je peux comprendre, ouais. C'est. Oui, non, mais oui. Bah, en fait, ça fait penser un peu à la chronique de Manon tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un peu symptomatique de la complexification un peu genre presque parascientifique d'un imaginaire partagé. C'est de rationaliser au maximum. Et tu vois, je pense que c'est comme ça qu'il y a une démultiplication des trucs et que. Ouais, un peu comme le marteau des sorcières où tu pars d'une idée peut-être à la base un peu vague qui se concrétise sur le papier et au final ça crée. Oui, tu crées de la cohérence en fait. C'est ça, de la cohérence et des choses dans la réalité qui. Enfin bref. Oui. Non mais ouais, j'essaie du de coup, faire du sens coup. aussi avec ce que je Non, mais même dans le fait, comme disait Mika, quand t'incarnes un personnage qui est un magicien, il y a toujours quelque chose d'autre qui passe à travers. Tu peux ne pas croire en la magie dans le monde réel, mais c'est toujours intéressant d'essayer d'explorer ce que ça peut apporter. Presque sur un plan spirituel, moi c'est tout con, hein, mais le personnage de Saphir, je l'aime beaucoup parce que à la fois c'est un magicien, mais c'est aussi parce qu'il y a toute la spiritualité de laquelle découlent ses supposés ou potentiels pouvoirs. Si ça se trouve, en fait, peut-être qu'il en a pas du tout, et que c'est juste le monde qui interprète ce qui se passe autour de lui, tu vois. Et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, avec un système de magie en jeu de rôle, c'est que c'est comme ça que certaines personnes dans la réalité ont interprété certaines choses qui se passaient autour, justement parce que, pour rebondir, l'humain a un besoin de cohérence. Je digresse, mais c'est l'effet de pareidolie. Si tu vois quelque chose qui n'a pas de sens, si tu vois quelque chose de chaotique, ton cerveau va le rendre cohérent parce que tu as besoin qu'il y ait de la cohérence. Mais du coup, est-ce que c'est pas genre une forme de magie le jeu de rôle parce qu'en fait on vit des choses qui n'existent pas Carrément. Et on partage tous la même On expérience. se connecte mentalement pour vivre une expérience commune alors qu'il se passe rien en réalité. Mais c'est le pouvoir de l'esprit humain, c'est une sorte de magie spirituelle, ouais, presque. On a dit le pouvoir de l'amitié. Et on l'a dit au début, c'est le pouvoir de l'amitié. Trop bien, c'est le pouvoir de l'amitié. Bah, en tout cas, désolé, c'était pas aussi propre que. Mais non, mais Non, du tout, tu te dévalorises de ouf. T'inquiète, C'était super. Bah, en fait, je savais pas trop comment le prendre, comment l'aborder, parce que faire une liste complète des classes de magie, d'utilisateurs de magie dans Donjons et Dragons, c'est chiant. Non, mais c'est intéressant de passer à travers le visuel que t'as d'un utilisateur de magie, en fait. C'est super chouette, d'autant plus qu'avant on s'est tapé tout le processus du Malleus Maleficarum, de procès de sorcière, etc. Donc c'est... T'inquiète, on y retourne, hein. Et oui. Et ça, j'avoue que j'aurais 2-3 questions après en fonction de si vous êtes chaud, que vous avez encore du temps. Bah écoute, il est 22h49. Je suis avide de savoir. Parce que pareil, un truc que j'ai l'impression qui est toujours mis de côté, c'est la pratique concrète de la sorcellerie.
parce que j'ai zioté pour écrire du jeu de rôle, j'ai zioté des pratiques dans des bouquins. Et à chaque fois, je vais le dire comme je le pense, ça pue du cul. Pour citer du Camelot, c'est quand même bien pourri. Il y en a plein, c'est des incantations où basiquement, pour beaucoup, c'est des louanges religieuses, principalement catholiques parce qu'on est en France, mais j'imagine que les protestants ont à peu près la même chose. C'est vaguement quelques potions, quelques utilisations de plantes, dont les quelques livres un minimum intelligents marquent bien. Attention, ne faites pas ça chez vous si vous voulez pas mourir d'intoxication. Parce que et finalement, il y a pas grand chose en fait. J'ai beau chercher des vraies incantations, des alphabets secrets, des tentatives alchimiques, etc., et je cherche, mais je trouve. Déjà, je suppose que c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas restés, justement, parce qu'il y a une bonne purge qui a été faite sur 500 ans, mais c'est surtout parce que je pense honnêtement que, si ça se trouve, ça allait vraiment pas plus loin que ça, dans le sens où les gens qui étaient accusés de sorcellerie dans le passé, je pense que c'était vraiment Bobby qui faisait sa potion dans son coin, qui faisait 2-3 incantations pour le dieu corbeau de la forêt, et basta quoi. Je pense que les trucs de rituels occultes et qui peuvent ensuite être source d'influence dans les jeux de rôle, alors j'y connais pas grand chose, là je te dis ça, il est 22h51 donc mon cerveau il est pas en état, mais pour moi c'est plus un truc 19e siècle de bourgeois qui vont redécouvrir un peu une forme de pseudo-spiritualité occulte et qui vont pousser le truc à l'exagération parce que ça les fait kiffer en fait. C'est vrai que j'ai vu j'ai vu des trucs sur notamment le New Age, où il y a beaucoup de Ouais, voilà, médicaments. C'est très bien résumé. Globalement, il faut sniffer de la colle, quoi. Non, mais il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chez droit, c'est de la merde. Non, mais on vous renvoie une fois de plus à la chronique de Nico sur le New Age et la sauge. Mais oui, c'est. J'avoue que c'est dommage, je trouve, parce que on a des fois des infos tellement détaillées sur des broutilles des fois de disputes de terrain à la con au Moyen-Âge où les mecs ils vont se faire chier pendant 500 ans à dire que machin il a bougé la borne de 3 pieds et que du coup l'arrière-petit-fils est venu jeter des cailloux. Truc dont on s'en fout. Ils se font chier à noter des trucs dont tout le monde se fout. Alors que la recette pour pas perdre ses cheveux de la grand-mère, ça personne l'a noté, quoi. C'est ça qui est un peu chiant, quoi. Il y a pas de y a rien, il y a pas de reste, il y a pas de. T'as l'impression que les gens ils sont accusés de sorcellerie en mode ouais, toi t'as fait de la sorcellerie, je t'ai vu, t'as marmonné des trucs bizarres dans ta barbe. C'est clairement ça. T'es une femme, t'as pas de barbe, mais bref. Justement, c'est bizarre. Et je suis là en mode mais enfin, mais pourquoi? Enfin si c'est juste Germaine qui fait des potions, voilà, elle fout des plantes dans un bocal, t'es pas obligé de la boire. Enfin. Non, mais c'est une question de pouvoir, tout ça, toujours. Bien sûr. Non, mais oui, mais c'est pas. Moi, je m'attendais à trouver des petits trucs avec des amulettes, avec des. Je sais pas, quelque chose de concret, en fait. Et puis je cherche et. Ah bah, si tu veux les quelques trucs. Utilise le Malleus Maleficarum, le grammage. Tu sauras que les sorcières prennent la bite des gens et les mettent dans des nids pour les garder, des petits nids. Franchement, ça donne envie de lire. Franchement, c'est jamais étrangement. C'est très très difficile. C'est vraiment genre à la limite fous-toi dans les toilettes et genre ouvre-le des fois, tu vois. Parce que c'est que des anecdotes bibliques entrelardées de références antiques avec de la théologie, avec des anecdotes des fois, mais. C'est pour ça qu'ils mettent des blagues au milieu parce que sinon tu t'en sors pas dans la lecture. Ah ouais non. Ouais c'est ça. Pour faire des petits. Mais t'as des trucs qui expliquent limite le grammage du lame du démon par rapport à la sorcière, et tu vois genre. C'est génial comme info. En vrai, c'est intéressant. En vrai, pour le coup, c'est intéressant. Avec du recul. Mais j'avoue que ce genre d'infos, j'arrive pas à en trouver qui soit. Du coup, j'irai regarder si j'arrive à trouver une version. Tu l'as en ligne le Malleus, je crois. Ouais. J'essaie de trouver une version. Et vous pouvez vous procurer le Malleus Maleficarum chez vous, chères auditrices et chers auditeurs. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux.
Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.